Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. On ne présente plus Philippe Cavrivière, omniprésent sur toutes les ondes, d'RTL à M6 en passant par France 2. J'ai rencontré Philippe l'année dernière lorsque je faisais la promo de mon livre « Vivre après Marc ». Après quelques blagues sur mon veuvage et le cancer de mon mari, il m'avait offert pour mes enfants 2 petits tigres en peluche à l'effigie de Léo, cette association dont il est le parrain et dont l'objectif est d'aider les enfants atteints de cancer et leurs familles en collectant de l'argent et en leur procurant de la joie. C'est avec Léo que Philippe dit avoir repris son combat contre le cancer, puisque sa sœur est décédée à l'âge de 7 ans. Si j'interviewe Philippe aujourd'hui, c'est parce que je crois comme lui que l'humour permet de tenir les drames à distance et c'est une ressource que je voudrais partager aujourd'hui. Tout comme cette phrase de Romain Gary qui m'est chère et que nous partageons désormais, mon cher Philippe, je la cite ici, « L'humour est une déclaration de dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. » Qu'est-ce que c'est bien. Bonjour Philippe. Bonjour Noémie. Merci beaucoup de me donner tout ce temps que tu n'as pas puisque tu es partout. C'est moi qui dois te remercier parce que les gens croient que je suis intelligente depuis que je cite Romain Gary. Alors parfois j'ai l'honnêteté de te citer, Souvent de dire que même. c'est dans ton livre, mais c'est tellement ce que je pense et ce que je ressens et c'est ça les grands auteurs. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Elle est géniale cette Elle phrase. est géniale. C'est pas que ça, mais c'est souvent ça l'humour. Alors, tu sais qu'ici, on a une boîte imaginaire, que tu es là pour contribuer à la remplir avec tes ressources. T'as pas l'habitude d'être de ce côté-ci du micro, Non. puisque d'habitude, c'est toi qui dirige. J'aimerais que tu nous racontes ton drame à toi et dont tu parles à travers Léo notamment, et que tu nous parles de tes ressources. Alors moi, je perds une sœur en 75. J'ai 4 ans, elle a 7 ans. Elle est hospitalisée à Villejuif et c'est un cancer compliqué à l'époque, en 75. Mon frère, il a 15 ans. Lui, il le prend en pleine figure. Moi, c'est des souvenirs un peu diffus, vagues. On ne sait plus à cet âge-là si c'est des photos qu'on a vues, si c'est des faux souvenirs qu'on a créés. Mais en tout cas, Sophie, puisqu'elle s'appelait Sophie, elle est très présente. Elle est présente au cours de mon enfance parce que je sens qu'il y a une tristesse à la maison et je développe l'humour comme une réponse à la tristesse. Et je me rappelle souvent de ma maman qui est confrontée à cette question, combien vous avez d'enfants, et qui est très emmerdée parce que c'était une grande pudique et répondre 2 c'est une trahison et répondre 3 où il est le 3e c'est rentrer dans des explications avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Donc elle était toujours très ennuyée par cette question et j'ai perdu aussi une maman du cancer en 2007 qui a eu 2 cancers, un en 88-89 et après un autre qui s'est accéléré en 2001 et 2007. En 2001, les médecins nous ont dit elle a 6 mois à vivre et elle est partie en 2007. Comme quoi, les médecins se trompent parfois. Et donc voilà, et ces 2 drames ont constitué un ciment différent dans
ma relation à mon frère. Il y a une phrase d'auteur, tu vois, je vais t'en donner une, mais tu l'as sûrement déjà. C'est la phrase de Sagan. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve. Et tout est là, en fait. Elle a tellement, ça dit tellement de choses. Et moi, en tout cas, tout est là. La construction de l'humour, l'humour pour passer au-dessus des événements douloureux, l'humour pour faire le lien, l'humour pour dire, tiens, dans une salle de spectacle ou dans les auditeurs, il y a des divorces, il y a des drames, il y a des décès, il y a des maladies. Et moi, ça me renverse toujours quand j'ai un texto, un message en MP, message privé de quelqu'un qui me dit « Je suis en traitement et je vous écoute et ça me fait du bien, etc. » C'est une petite victoire, ça. Et la réponse ma réponse est très longue. L'association Léo me permet de reprendre un combat qu'on a perdu 2 fois dans la famille, avec ma sœur, avec ma mère. Et quand on se bat pour donner du bonheur à des enfants 50 ans après et 20 ans après 2 drames, on se dit, mais en fait, on n'a pas totalement perdu parce qu'un jour, on va gagner. Ouais. Ça me fait penser, j'avais écrit une lettre au cancer. Ah ouais. Et je me souviens combien ça m'avait fait du bien de lui dire, espèce de connard, mais t'as pas gagné puisque je me bats pour être heureuse et pour que mes enfants aillent bien et c'est pas toi qui gagneras et c'est pas toi qui auras le dernier mot. Oui, et quand on fait ça, quand on est dans l'action avec Delphine et Delphine, c'est la maman de Léo. Et ses 3 meilleures copines, il y a Célia, il y a Nini et il y a Lise. Et c'est 4 femmes puissantes. En fait, on est plus fort que le drame, on est plus fort que la maladie, on est plus fort que la souffrance parce qu'on fait du lien. Et ça, c'est magique. Et il y a des enfants qui vont s'en sortir. Il y a encore 25% des enfants qui s'en vont. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est très douloureux quand ils partent, on a volé du temps à la maladie. Et puis on se bat pour donner de l'argent à la recherche et pour que chaque jour il y ait un peu plus d'espoir et chaque jour il y a des nouvelles solutions. Et ça, c'est merveilleux de se dire, on fait partie des lions, parce que le symbole de Léo, c'est le lion. On fait partie des guerriers. Et la façon dont Léo est parti est inspirante. Je pense qu'il y a des gens qui ont une dimension plus grande que les autres et qui, même en partant, continuent d'éclairer. C'est des étoiles qui explosent, mais il y a plein de poussière d'étoiles et qui éclairent un chemin. Et c'est clair que Léo avait une autre dimension. Je ne suis pas zinzin, hein, mais on se dit à 15 piges, avoir cette élégance dans la maladie, parce que moi, je peux me rouler par terre. Ce matin, mon snatch m'a griffé, je me suis roulé par terre. Et il y a des gens qui traversent les chimios et tout en disant ça va. Bien sûr, ils mentent. J'ai eu un des petits de l'association il y a 2 jours au téléphone. Un ado me dit ça va, hein, ça va. Et je sais qu'il me ment. Mais ces gamins ont une espèce d'élégance pour protéger l'entourage. Et Léo a été extrêmement fort. Il faisait des séances de kiné, il vomissait à cause de la chimio, il partait vomir sans rien dire. Il a pris de côté sa petite sœur pour dire tiens, voilà mes dernières volontés. Papa et maman ne peuvent pas l'entendre. Je veux telle musique, je veux les copains du handball avec ce t-shirt-là. Je veux les cendres dispersées dans la baie d'Aguet. Il faut être costaud, hein, 15 ans, pour mettre de côté sa petite sœur et dire pour protéger papa et maman, c'est toi qui vas savoir. Waouh, 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 waouh. Donc la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est d'être un petit peu guerrier à son image. Et toi, tu as eu ce rôle de protection de tes parents, de ta mère, en la faisant marrer. D'abord, comment elle réagissait quand tu la faisais marrer? Elle se marrait? J'étais un peu le clown de la famille. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, j'en ai parlé à mon frère, on parlait de ça, et parce qu'il s'implique en temps et en argent dans l'association. Je dis ouais, mais toi tu avais 15 ans, moi je ne l'ai pas vécu, j'avais 4 ans. Il me dit tu rigoles. Je me rappelle de nos parents qui rentrent et qui disent on a perdu Sophie. Il me dit
t'as 4 ans, mais tu le prends dans la tête aussi. Toi, tu te souviens pas précisément de ce moment-là? Non. Je me rappelle de plein d'images, je me rappelle de couloirs d'hôpitaux, je me rappelle du caniche qu'on lui achète à Sophie, je me rappelle de choses confuses, diffuses, et voilà, parce que oui, j'ai 4 ans, donc il y a plein de moments, plein de jeux, plein de Noël qu'on a passé ensemble, mais tout est mélangé. Bien sûr. Mais en tout cas, je suis persuadé que ces grands drames, j'ai toujours été déçu par des gens qui avaient traversé la vie sans drame. Et en fait, ils sont très chiants souvent, parce qu'ils ne connaissent pas le prix de la douleur. Pour toi qui es juriste et avocate, nous, quand on a payé le prix de la douleur, on sait que chaque journée, elle est précieuse. Ouais. Là, je suis là avec toi, il fait très beau, on est avec Célia, on passe un moment. Peut-être qu'on va aider avec ces petits messages. Et le moment, il est précieux, le moment, il est joyeux, le moment, il est mais c'est frustrant aussi, parce qu'on se dit, putain, j'aurais tellement aimé pouvoir l'apprécier avant le drame. Oui, mais on a chiant, ça après. Oui. On a ça après. On a l'impermanence qui est ancrée en nous. Et la fragilité, elle est ancrée en nous. Et on se dit, vite, il faut voler du temps au gris, au racisme, à l'exclusion, à l'agression, à la violence. Et enfin, moi, je le fais à travers le rire, ou j'essaye de le faire à travers le rire pour dire, on vole du temps au malheur et on le transforme. Et alors toi, tu as l'impression qu'il y a eu plusieurs étapes dans ta construction après ce drame. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule? Comment est-ce que tu l'as vécu? Non, c'est inconscient. Je pense que c'est inconscient. Non, je pense que c'est une mécanique qui se fait de façon totalement inconsciente parce que je suis trop petit, mais que je dois ressentir que c'est plombé l'ambiance à la maison, je pense. Et après, l'association Léo, quand je vois des parents qui ont perdu des enfants, c'est un Everest de la douleur et de la peine. Et je me dis, merde, tes parents, ils ont vécu ça et je ne l'ai pas appréhendé. Ouais. Je ne l'ai pas touché du doigt, je ne l'ai pas vu. Peut-être que je leur ai fait du bien en étant là, par une présence, une énergie et un casse-couillage d'un enfant de 4 ans qui avance dans la vie. Parce que c'est comme ça, un enfant, ça a cette force de résilience. Mais quand je vois la peine des parents, je me dis, merde, mes parents, ils ont vécu ça. Et enfin, il n'y a pas de mots, oui, c'est un Everest de ce qu'on peut vivre en douleur, de perdre un enfant. Quand tu t'impliques, quand tu t'engages avec Léo, ta maman est toujours là? Non, elle part en 2007. Et moi, Léo, on me contacte en 2016 quand il est malade. Et moi, je suis pas du tout, je suis auteur, mais je suis pas en radio, je suis pas en télé. Mais on me contacte pour dire, bah tiens, qui tu connais en cancérologue? Alors, je connais Michel Drucker en cancérologue, mais lui, il connaît des cancérologues. Et donc, je fais passer le dossier de Léo à David Kayat pour qu'il regarde et qu'il juste rassure et dise oui, c'est le bon protocole, oui, c'est les bonnes décisions. C'est juste un soulagement moral et intellectuel des parents qui disent bon, on fait tout. Et voilà, il faut tout faire quand on a quelqu'un de malade. Et il faut, sans aller vers... nous parlions hors antenne de Raël. Il y a des monstres qui profitent de cette détresse et il faut être très vigilant là-dessus parce qu'il y a des drames plein les journaux comme ça. Mais restons sur la médecine naturelle, médecine classique. Prenons un peu mangez des brocolis, des framboises et des betteraves, mais restez avec vos médecins et vos immunologues et vos cancérologues. Et donc toi, tu dis que l'humour, c'est ton pas de côté. J'ai interviewé Perla Servan-Schreiber qui parle aussi de ce pas de côté. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment... C'est ce que je disais, et je crois que ce sont tes mots d'ailleurs que j'ai piqués, mais enfin bon, tu vois, c'est pour Romain Gary. Mais c'est vrai, une manière, moi je dis toujours, je me marre en disant que je suis veuve, parce que si je le dis sérieusement, c'est vraiment glauque, quoi. Oui, c'est de dire, je ne vais pas rester dans le gris, quand on a perdu quelqu'un, où on donne cette journée à la vie. Et moi, je suis sûr que ma mère et ma sœur, je connais la psychologie de ma mère par cœur, elle m'en voudrait
de donner une journée à la tristesse, au chagrin. Non, t'es là, t'es sur Terre, donne-la à la vie, donne-la à l'énergie, à l'humour, au sport, à tout ce qui peut te faire avancer, donne-la à un livre, à une rencontre culturelle, à une pièce de théâtre. Vis, tu as ce cadeau d'être en vie. Donc, je pense qu'on a ça très fort en nous, les gens qui ont vécu des drames. Une urgence, une soif. Peut-être on peut être fatigant aussi. Mais moi, je pense que je fatigue mes proches en disant ça, c'est pas grave, machin. Pour moi, tout est à l'aune du cancer de l'enfant. Ouais. Et c'est pour ça que ça explique aussi mon humour, parce que je ne respecte rien. Et le cancer de l'enfant, c'est grave. Le reste, c'est des trucs d'adultes, on vit avec, on traverse les choses avec. Je t'ai Et on entendu avance. dire ça, qu'il y a cette échelle finalement, Ouais. qui n'en est pas une, puisque pour toi, il n'y a qu'une marche à cette échelle, qui est Ouais. le cancer de l'enfant, Ouais. qui est la limite sur laquelle on peut pas se marrer, qui est Alors, insupportable. on peut même. Mais ils font des vannes, hein, les gamins. Ils font des vannes et on peut le faire entre gens qui savent. Moi, Ouais. je fais des vannes sur le handicap parce que j'ai des potes en fauteuil dont j'oublie le handicap et tout. Mais c'est un code quand on sait que c'est fait en connaissance de choses et on n'exclut personne du rire. Après, on peut se poser la question. J'avais fait des vannes et moi, tu sais, je me fais souvent engueuler sur les réseaux sociaux parce que je fais des vannes qui vont loin. Ouais. J'avais fait des vannes sur l'Ukraine. Et je m'étais fait engueuler. À un moment donné, ça me fait douter, tu vois. Mais moi, j'avais fait des vannes anodines. Les Russes balançaient des vannes sur... c'est un article du Monde, sur une ville d'Ukraine. Et en fait, il y avait un zoo. Et l'article du Monde expliquait que, en fait, les animaux allaient se barrer parce que ça coupait les grillages. Et je disais, c'est vrai que pour l'Ukrainien qui se prend des missiles depuis 2 ans, si le matin, il va chercher ses chouquettes et qu'il croise un lion, Ça fait ça beaucoup. ça va lui faire une grosse journée au gars. Et c'était la vie, c'était la vérité de ce qui pourrait se passer. Et je me fais engueuler. Et en fait, je fais une émission avec Boris Cyrulnik, qui est un des auteurs et des psychologues qui a conceptualisé ce terme de résilience. Et je dis, j'ai pas le droit. Mais il me dit, mais dans les camps, on faisait des vannes. Sinon, c'est insupportable. Sinon, on est écrasé par le réel. Et donc, je me dis, mais si Boris Cyrulnik il me dit que j'ai le droit de faire des vannes, vas-y. Ça a tout validé. Il n'y a plus de limite. Exactement. Et tu fais des blagues tout le temps. Est-ce que même quand tu t'engueules avec ta femme, tu fais des blagues? Ouais, j'essaye. Ouais, ça peut saouler, mais ouais, j'essaye. C'est un échappatoire aussi, l'humour. Et alors, l'humour, c'est ta ressource thérapie, c'est-à-dire ça empêche d'aller voir... Enfin, t'as pas eu besoin d'aller voir un psy grâce à l'humour ou Je pense. ça remplace tout? Ouais, je pense. Je pense que c'est une solution pour ne pas prendre en frontal les choses et que la vie... Enfin, moi, je fais une matinale sur RTL. L'info, c'est 98% de mauvaises nouvelles. Hein. Il y a peut-être Louis Bodin qui a annoncé qu'il faisait beau, mais sinon, c'est l'aide à mourir, c'est l'Ukraine, c'est la guerre à nos portes, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'école qui s'effondre, l'hôpital qui va pas bien du tout, c'est des gens qui meurent aux urgences dans les couloirs. Prends un journal, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Hein. Et notre travail avec mes auteurs, c'est un petit boulot d'alchimiste, de prendre ça et de tenter de le rendre rigolo, acceptable. Donc, oui, à l'humour. Et finalement, tu es devenu Philippe Cavrivière, cet humoriste que tout le monde connaît et adore, grâce à Sophie. Mais totalement. Tu n'aurais Oui. probablement peut-être pas eu cette trajectoire-là et tu ne te serais pas orienté, tu serais peut-être chiant et pas du tout drôle. Ouais, et tu dis, au-delà de ça, de ma carrière, c'est pas grand-chose, mais ce drame-là, j'étais fait en fait pour aider des gamins 40 ans plus tard. Et c'est ça qui est intéressant, de faire de la télé, de faire des blagues à la radio ou à la télé. Finalement, c'est pas grand-chose, mais de dire, je peux aider des gamins 40 ans plus tard à cause de ce drame. Ça, c'est génial. Ça, c'est fort. La semaine dernière, je te décrivais ma semaine, elle était folle. Je fais 1000 choses, 1000 émissions. Je pars faire une délocalisation au CHU de Reims. Je reviens. J'écris de nuit avec mes auteurs. Quelle époque RTL? Je fais RTL le lendemain. Je repars à quelle époque le samedi? Je fais 3 bandes organisées, machin. Et quelques jours avant, j'avais reçu de l'association Léo. Il y a un petit qui est en rechute et un petit judoka. Et
Et on passe en 2 coups, on a Teddy Riner. Et moi, j'enregistre avec Clarissa Abgenenou, qui est le championne olympique, double championne olympique. Et j'y viens, on fait une vidéo pour le petit. On fait la vidéo, la vidéo, elle part. Je finis ma semaine qui était folle et j'enregistre 3 émissions en bande organisée avec Vizorek pour Arthur. Et je suis dans le taxi, je reçois 1 heure après une vidéo du gamin qui était content, qui était dans sa chambre d'hôpital et qui avait reçu les 2 vidéos. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pour être très concret, on gagne très bien notre vie. Je gagne très bien ma vie. Et j'en ai rien eu à branler 2 émissions. Elles se sont bien passées. So what? OK. L'argent, OK. En fait, ce qui me faisait plaisir, c'est la vidéo du gamin. De ma semaine, de ma journée, mon super pouvoir d'Avenger, c'est de dire, OK, je peux avoir Teddy Riner, j'ai Clarissa Abgenenou à côté de moi, et le gamin, ça change sa journée. L'argent, la notoriété, on s'en branle à côté de ça, en fait. Ouais, c'est ta ça, c'est ressource précieux. de faire du bien. Mais c'est hyper précieux. Mais tu t'es pas dit quand tu as rejoint Léo, mais j'aurais dû avoir ça plus tôt et j'aurais dû me... Ouais, mais c'était pas le moment. Malheureusement, c'était pas le moment. Et tu dis quand tout se met en place. Moi, je ne voulais pas... C'est pour ça que je te parlais d'étapes, tu vois, parce qu'il y a un moment où c'est pas possible, t'es pas encore prêt pour ça. Non, et puis je voulais pas faire de radio, pas de télé, j'étais sensible, je faisais mes petits dons dans mon coin, machin et tout. J'avais pas de mission plus que ça. Et à un moment donné, sans être zinzin, tu dis, peut-être que j'ai un chemin de vie, en fait, qui est assez clair. Et quand je fais un gala caritatif en 2019 pour ramener de l'argent avec un copain du club, Greg, et avec des copains qui arrivent au dernier moment, Drucker, Nicolas Cantelouf, Laurent Père, et que moi je présente le gala. Thomas Soto qui vient à la dernière minute me dit viens avec moi sur RTL. Et ça change ma vie parce que j'ai fait une mitzvah, une bonne action sans intention de recevoir en retour, et que derrière je fais une émission par semaine et après RTL me dit 2, et après on me dit c'est super à 18h30 mais tout le monde s'en fout, viens le matin, et je fais la présidentielle, je fais de la télé. Et tu te dis oui, et maintenant j'ai ce pouvoir de dire quand j'en parle, et ça c'est génial. Quand je parle de Léo, j'ai un mail et mon mail il est relié à la cagnotte de l'association. Ça ne vient pas sur mon compte, ça va sur la compte. T'as une notification. Mais je reçois les notifs, ouais. Et j'en parle, boum, il y a des sous et l'argent va à la recherche, l'argent va aux gamins. Donc on mettra le lien sous le podcast et sur Instagram pour que les gens l'aient. Et tout ça me fait penser, tu sais, chez les Juifs, on fait une semaine, là, ça s'appelle la Shiva. Il y a un mort. Et c'est vrai que finalement, et pour l'avoir vécu, c'est le moment où on fait le plus de blagues et où on se marre le plus parce qu'on se rappelle de trucs et que c'est vrai que dans ce malheur-là, il n'y a pas de limite. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Et c'est vrai que parfois les gens ont du mal, et j'imagine que tu te fais dézinguer sur certaines vannes, mais peut-être que c'est des gens qui ont... Mais j'ai fait un gala contre le cancer il y a une semaine avec Laurie Cholena, cancer du pancréas. Et je suis arrivé sur scène et les gens m'ont regardé. Je me suis dit, putain. Et j'ai direct dit ça. J'ai dit, bon, allez, je sens que les gens me regardent. Ils disent, il va quand même pas faire des vannes sur le cancer. Je fais, et si. Et les gens se sont marrés parce qu'ils ont le code. Ils ont le code de dire, OK, on le connaît. On sait que c'est... la balle, elle part pour le cancer, pas pour les malades. Oui, et puis on connaît quand même mon parcours de vie. Certains le connaissaient. Ils disent, pour être ici sur scène, il y a 2 conditions, soit avoir du talent, soit avoir un proche qui est mort du cancer. Moi, j'ai un coup de bol, j'en ai 2. et donc, les gens, ils étaient un peu Qu'est-ce que tu leur as fait comme blague sur le cancer ? Mais j'ai fait plein de vannes sur le cancer. Alors, non, mais j'ai cherché un exemple de... Je dis, alors, est-ce qu'on peut rire du cancer ? Je dis, oui, quand c'est pas à vous qu'on l'annonce. Si c'est à quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Et je dis, bon, je sens que vous n'êtes pas convaincu. Je dis, mais Poutine, ça va, le cancer de Poutine, on ne sait pas où il est parti. Et les gens se sont applaudis sur le cancer de Poutine. C'était fou. Et donc, on a passé un bon moment parce que le code était compris avec les gens de dire, OK, il ose tout sur tous les sujets et on va rire aussi du cancer. C'est une façon de dire je t'emmerde, en fait, de dire... de faire des blagues dessus. Sinon,
si on parle pas, si on est mutique, c'est que la maladie a gagné. Et ça, il faut pas. Hein. Et alors, tes autres ressources que l'humour, est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui m'aide? De quoi tu as besoin? Tu fais de la boxe? Ouais, le sport. Le sport est un exutoire. Et le sport et surtout la boxe est une école du courage, de l'humilité, parce qu'on prend des gifles. C'est une métaphore de la vie. Et engager son courage physique, c'est aussi ça que font les malades. La boxe, on engage son courage physique à un moment donné quand on fait du sparring ou des choses comme ça. Donc ça m'intéresse. Les auteurs me donnent de l'énergie parce que je me dis, oh, qu'est-ce que t'es nul. Quand je lis des vrais grands auteurs, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aime prendre une gifle avec une phrase, de me dire, ah putain, j'ai pas écrit ça et tout. Les spectacles, le cinéma me renverse, me bouleverse aussi. Échapper au réel. Moi, je voulais pas la vie normale. Hein. Quand j'étais au Club Med, les gens, on était à Punta Cana et souvent les gens allaient voir les géos. Tu es à la plage, tu bosses à la plage et ils viennent te voir et disent ouais, mais ça, c'est pas la vie normale. Hein. Et je dis mais je m'en fous en fait. Je la veux surtout pas, la vie normale. Retourne à Châtelet-Les-Halles. Même si tu gagnes plein des sous, je m'en fous, je veux pas de vie normale. Moi, je voulais pas une vie normale. Et donc, je suis servi, j'ai pas une vie normale. Et dis-moi, Sarah, elle se marre à toutes tes blagues ou est-ce qu'elle les anticipe? Comment elle... Je sais pas si c'est marrant de vivre avec un humoriste. Ouais, ça va, il y a des humoristes tristes, je dirais pas de nom, mais qui... vraiment, ça me gonfle. Le truc de l'humoriste ou de l'artiste qui dit on est des éponges, on ressent plus les choses que vous. Genre, vous êtes des sous-humains, vous êtes des cons. Nous, les artistes, on est plus sensibles. Non, on n'est pas plus sensible, on traduit différemment les choses. Mais tout le monde ressent les choses plus ou moins fortes. C'est pas la profession qui fait que le poissonnier est pas peu moins sensible que le coiffeur. Il n'y a pas une échelle de sensibilité. Donc, il y a beaucoup d'humoristes qui se la jouent. Oui, je suis ultra sensible, je suis un écorché vif, mon cul sur la commode. Non, arrête de te plaindre. Tu fais le plus beau métier du monde, avance. Va faire un tour en oncologie, va voir les gens dans les services des urgences, va visiter un hôpital pour voir si ton métier il est difficile. Non, il n'est pas difficile ton métier. On passe au questionnaire ressources? Oui, vas-y. Est-ce que tu as un lieu sûr, qui soit réel ou imaginaire, un lieu qui te fait du bien? Ah, Saint-Raphaël me fait du bien quand même. Saint-Raphaël, ouais, la mer, à un moment donné, quand je descends en voiture ou en train, à un moment donné, mes chars savent que c'est Saint-Raphaël et je suis un peu comme eux, je sors de la tête du sac et la mer et tout, ouais, ça me ressource quand même. Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie? J'aime bien la phrase de Sagan. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve parce que tu dis, ok, tout est là et je vais en faire quelque chose. Ouais. C'est une de mes phrases préférées avec ta phrase de Romain Gary. Et alors, tu la connaissais pas, cette phrase de Romain Mais Gary? non, c'est quel fou. con. Oh là là. Écoute, moi, je l'ai découverte à la télé. Hein. Ah ouais, je l'ai découverte à la télé quand Marc... Même pas dans un livre. Non, alors que Marc était près de moi et en l'écoutant, je savais pourquoi je la notais. Mais tu dis oui, il y a des signes quand même. Il y a des phrases qui viennent à toi quand même. Ouais. Et puis elle est tellement... définitive. Ouais. Tu peux rien rajouter. Est-ce que tu as un objet qui te donne de la force, un objet ressource, un souvenir? Tu as vu que souvent les gens disent que je suis vendeur de bracelets. Là, j'ai pas eu le temps d'en mettre beaucoup. Mais j'aime beaucoup les comboloïs. J'aime bien c'est entre le bracelet et le collier. Ça sert à rien et ça sert à tout. C'est des pierres, c'est... une suite de 33 pierres, souvent. Ça dépend. Le chapelet Muslim, il est de 33 pierres. Là, ça dépend le nombre de pierres. Mais j'aime bien cet objet. Il est beau, il est rassurant. Je suis très, très caillou, très pierre. Et donc, tous tes bracelets, généralement, là, tu les as pas, mais c'est plutôt des pierres. J'en ai deux, ouais. Mais ouais. J'ai des améthystes, je les pose dessus. C'est mon côté zinzin. Mon côté raélien, c'est mes bracelets. Est-ce que tu as une référence culturelle ressource? Qu'est-ce que j'ai en référence culturelle ressource? Un livre, un film, un personnage en particulier? Comme j'ai pas eu le temps d'être intelligent, j'aime bien lire Jean d'Ormesson parce que il a fait plein de livres qui sont des compiles de
de ce qu'il y a de plus beau de Malesherbes à Ronsard et tout. Donc je perds moins de temps, je vais direct. Et puis il a plein de phrases comme ça. Il y avait une phrase qui citait quand on vous voit, on vous aime, mais quand on vous aime, où vous voit-on? C'est un grand dragueur, Jean d'Ormesson. Il avait des phrases de séducteurs comme ça. Et j'aime bien il disait un auteur est ce qu'il lit. Donc moi, j'essaye d'être ce que je lis et d'écrire un peu mieux en lisant un peu plus. Est-ce que tu as fait une rencontre marquante liée à Sophie? J'en fais plein des rencontres marquantes. Delphine peut-être ou Léo? Delphine, Léo. Léo, je ne l'ai pas rencontré. Ah, tu l'as pas rencontré? Non. J'ai fait des choses de loin pour lui. Et j'ai contacté Mike Horn, le mec le moins joignable du monde. Et on a retourné ciel et terre moi, j'étais à Paris et lui, il était dans son combat à Nice, etc. Même quand il est monté à Paris, j'ai pas pu le croiser. Il est resté à l'hôpital avec ses parents, etc. Et après, la maladie avançait et je recevais plein de textos de Saint-Raphaël où on me disait « ça va pas bien, il aime bien Mike Horn, est-ce que tu peux le contacter ?» Et c'était vraiment un film, quoi. J'ai envoyé des mails et des textos aux adresses de Mike Horn et j'ai recevais en même temps des textos du sud de la France en me disant la maladie avance. Ouais. Et un jour, je reçois le mail de Mike Horn qui dit I'm sailing. Je suis au large de Jakarta. Dès que je suis à terre, j'appelle Léo. Et il a appelé Léo. Et ils ont passé 3 quarts d'heure au téléphone. Donc, j'ai plein de photos de Léo dans son combat. J'ai une photo de Léo, le crâne chauve au téléphone, 45 minutes avec Mike Horn qui appelle du bout du monde. Donc, tu dis oui, c'est pareil, c'est un moment volé à la maladie et c'est une petite victoire. Est-ce que tu as en tête une scène tragicomique en particulier que tu aurais envie de nous raconter? Perso, que j'ai vécu? Lié à ce que tu as vécu, lié à ton épreuve à toi. Ah, lié à mon épreuve à moi? Non, j'en ai pas. Non, j'ai une scène tragicomique qui m'a... C'est tragique et c'est comique. J'étais avec... mais pas tragique, grave. Tragique un peu. J'étais à Coral Beach, Eilat. Et je m'occupais des enfants. Et je sortais du mini-club pour emmener tous les enfants, genre 80 enfants, manger au restaurant. Et en fait, il y a tous les enfants qui chantaient, machin. Il y avait une petite qui m'adorait et qui était tout le temps vers moi. Et je la prends sur les épaules et machin. Et j'étais responsable du mini-club. Et donc, je surveille les enfants avec les moniteurs derrière. La petite est sur mes épaules. Tous les gamins ils chantent en hébreu, Raj Tam Shalosh, Mini Club Tamid Barosh, tout ça. Et il y a le restaurant derrière, donc je dois gérer ça, les gamins, et tu as tous les parents qui sont dans le restaurant. Et je rentre dans le restaurant et il y a la petite sur mes épaules et j'oublie complètement qu'il y a une baie vitrée sur l'entrée du restaurant. Et moi je passe aisément, mais là je mesure 2,40 m parce que j'ai la petite et j'entends. Et voilà, j'ai défoncé une petite dans la baie vitrée du haut. C'est tragicomique. C'est bon comme réponse? C'est pas mal. Et est-ce que tu as reçu des messages ou des phrases collector, que ce soit liées à Sophie ou dans le cadre de Léo, de l'association, des gens qui sont complètement à côté de la plaque? Des gens à côté de la plaque. Pas sur le cancer, les gens captent, mais sur mon exercice en général, ouais. Et en fait, ça me décomplexe. C'est-à-dire, j'ai reçu une lettre très sérieuse d'une dame qui me dit « Oui, alors j'écoutais RTL depuis des années, vous me faisiez rire, mais là, vraiment, l'autre jour, sur Bar-le-Duc, c'est allé trop loin. » Et ça m'a fait tellement rire parce que je dis « Moi, je fais des vannes sur le cancer, sur le handicap, sur la guerre, sur la mort. » Sa limite, c'était Bar-le-Duc à la dame. C'est-à-dire, tout OK. Le cancer, l'Ukraine, machin, Gaza, Israël, machin, tout ça. Ça passe. Tout ça passe, mais pas Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Tu dis, chacun en fait a son précaré. Tu dis, arrête de te prendre la tête, avance. Il y a toujours quelqu'un qui va être content, toujours quelqu'un qui va être pas content. Comment est-ce que tu compléterais cette phrase? Le drame rend... Le drame rend évidemment fort.
le drame donne une propension au bonheur. Si on n'est pas à terre et si on doit rendre hommage à la personne qui est partie, c'est forcément dans la lumière, dans l'espoir, dans le rire, dans l'échange, dans l'amour, dans tout l'inverse du drame. Donc, il faut vite le transformer. Et les gens comme toi, pardon de te citer, comme moi, comme Delphine, la maman de Léo, qui ont vécu un drame, j'aime leur compagnie parce qu'ils ont une appétence et ils ont une soif que les autres n'ont pas. Finalement, ton outil, ta formule magique, ta ressource que tu verses aujourd'hui dans notre boîte imaginaire? J'ai besoin de visuel, moi. Dans mon bureau, j'avais une relation forte avec Luciano, un gamin de l'association, qui est parti à 16 ans, je crois, que j'ai connu pendant 2 ans et quelques. Et c'était Alain Delon à 16 ans. Beau gosse, moitié mexicain, moitié français, d'une beauté. Sa maman à Ciel, dont je suis très proche, m'avait envoyé une photo. Il y avait 8 filles autour de lui. Elle me disait, ça c'est son ex, ça c'est son ex, ça c'est son ex. Il draguait les infirmières, il était un latino, quoi. Et on a fait toutes les conneries possibles avec lui. Je lui ai fait conduire des voitures de sport, il n'avait pas le permis, des bateaux, etc. Et il est parti il y a 2 ans et demi, 3 ans, au mois de septembre, au moment de la Léo Paddle Race, qu'il n'a pas pu faire. Et sa maman, quand on a fait ses obsèques, me tend une chemise à fleurs Zara en me disant sa plus belle journée c'était sur le bateau avec toi. Il m'a dit que sa plus belle journée c'était ça. Donc je l'ai dans mon bureau en fait. J'ai des photos de Luciano et j'ai la chemise à fleurs. Et quand je suis crevé, quand j'ai dormi 2 heures, je regarde Luciano, je dis t'es en vie, il te regarde, bouge, avance. Donc voilà, c'est ça ma ressource. Et pour terminer, est-ce que tu as une chanson qui te ressource? Le matin, j'essaye d'écouter du classique maintenant. Je vieillis. Parce que faut pas que j'écoute de paroles quand j'écris. Donc j'écoute de la musique chiante japonaise avec des des trucs de bambou. Alors comme ça, c'est pas ce qui est ultra dansant, ultra fun. Mais moi, ça me fait du bien le matin. Pas de la musique classique. Alors j'écoute un peu aussi de classique. Je pense que je progresse en vieillissant. Là, je suis fan de Renaud Capuçon, j'adore ce mec. Ah ouais. Et je suis allé à son concert. Du coup, j'écoute Renaud Capuçon avec les musiques de film. C'est un pas vers la musique classique, vers Bach, tout ça. J'y viens tout doucement. Mais sinon, pour avoir la patate quand je descends dans le sud et tout, je me mets mon pote Christophe Maé. J'adore son énergie sur scène. C'est un barjot. Écoutez Bouquet de roses de Christophe Maé, c'est magnifique. Et je me mets souvent du Christophe Maé pour avoir la patate. Alors on se quitte en écoutant cette chanson de Christophe Maé. Ah ouais, Bouquet de roses, génial. On le fait. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci. Joli comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été.